17. Se connaître, c'est s'étudier dans l'action. La surface du lac était un miroir qui reflétait la plénitude et la sérénité d'une richesse extraordinaire. Alors que le soleil déclinait doucement l'invitation du jour, la lune semblait impatiente à présenter l'intégralité de sa lumière et le crépuscule permettait aux couleurs et aux parfums d'approcher la quintessence de leurs pleines expressions. Tao avait du mal à quitter du regard ce monde enchanté dont il était entièrement imprégné. Lao Tse demanda à Tao de préparer le feu, puis se dirigea vers le lac avec son arc et une seule flèche. Il jeta près de la surface de l'eau de tout petits morceaux de galette et attendit quelques instants. Avec la rapidité de l'éclair, la flèche traversa de part en part un beau poisson, largement suffisant pour nourrir nos deux héros. Lao Tse expliqua les subtilités de la pêche à l'arc et la manière de préparer le poisson braisé. Ils s'en régalèrent. Alors que la température ambiante déclinait progressivement, la lune grimpait bien haut dans le ciel à la recherche, sans doute, de l'harmonie des étoiles. La nuit fut bien calme et reposante. C'est le chant aigu des oiseaux qui annonça l'imminence d'une aurore engourdie. La couverture tirée jusqu'en haut des épaules, chacun dormait paisiblement. Seule, la rosée pénétrait le cœur même de l'environnement. Elle se répandait sur les fleurs, sur les feuilles, qui tenaient et tendaient à l'éveil de tout ce qui revenait à la vie. Alors que tout semblait bien calme, soudain, la main de Lao Tse jaillit de dessous la couverture et saisit le poignet de l'homme qui voulait le détrousser. Il se leva d'un bond. L'homme qui tentait de le frapper avec un bâton vit l'arme se retourner contre lui-même en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Aussitôt, le brigand prit ses jambes à son cou et disparut. Tao fut surpris dans son sommeil et eut du mal à comprendre ce qu'il avait bien pu se passer. Lao Tse ne semblait pas du tout affecté par ce qui venait d'arriver. Alors Tao lui dit, en réalisant qu'il aurait pu être agressé à son tour, « Mais comment avez-vous su qu'il y avait un voleur? Je ne l'ai même pas entendu. » Le silence de l'agresseur est son arme et son seul atout. Lorsqu'il te croit endormi, si ton esprit est éveillé, tu peux dormir sans dormir. Toujours prêt à toute éventualité, y compris celle de ta mort possible. Pour comprendre la nature du combat, il faut le vivre. L'approche ne doit se faire que d'une seule manière, simple et très directe. La compréhension passe par la sensation, pas à pas, face au miroir, toujours présent, de la relation. Je sentais qu'il était là, sans même le voir. Puis je l'ai rencontré dans l'action et ne lui ai laissé aucun doute sur mon engagement au moment de l'attaque. C'est là tout ce qu'il faut en retenir. Se connaître, c'est s'étudier dans l'action. Tout est arrivé si vite. Je ne pourrai jamais arriver à un tel résultat, grommela Tao. Je n'aurais pas su réagir, et avec quelle technique. Quand
Dans l'instant, ta vie est soudain mise en balance. Dis-tu, laisse-moi donc m'assurer que ma main est bien convenablement placée et vas-tu discuter de ton style. Ah, le style, par excellence. Quand ton existence se joue, penses-tu à argumenter sur la méthode qui a ton adhésion pour te sauver la vie? L'expression de soi doit être totale, immédiate, débarrassée des contingences temporelles. Et tu ne peux accéder à cette expression que libre physiquement et mentalement de tout morcellement intérieur. Le combattant intelligent n'hésitera jamais à changer de tactique afin d'utiliser les frappes appropriées pour atteindre un adversaire particulier. L'intuition et l'action doivent jaillir en même temps. Il ne peut y avoir de pensée dans la pratique, dans la préparation de l'action. Il n'y a pas une seconde pour penser. Lorsqu'on agit, l'intention et l'action doivent être simultanées. Corps et conscience s'unissent. C'est à travers ce corps, dans sa globalité, que peut s'investir totalement une réaction. Connais-tu l'histoire de Sifu Sang, provoqué en duel par le général Xiao Xing, lassé de ne pouvoir comprendre les admirables et innombrables techniques que Sifu Sang apprenait à ses élèves. Ce dernier fut invité par Xiao Xing, qui était à la tête d'une armée de plus de 10 000 hommes et dont les mérites gagnés au combat ornaient fièrement sa poitrine de soldat. Sifu Sang accepta le duel à la seule condition qu'il se passât sur la petite île de Mangcha, près de Shanghai, en mer de Chine orientale. Xiao Xing accepta les conditions de la rencontre. Le rendez-vous fut fixé sur l'île. Sifu Sang arriva avec une demi-journée de retard. Pendant la traversée, il avait tranquillement taillé une rame cassée pour en faire l'arme de son combat. Un simple bâton de bois. Xiao Xing, furieux, vint à la rencontre de Sifu Sang. Après quelques invectives, de la main gauche, il se débarrassa du fourreau qu'il jeta dans l'eau. Sifu Sang attendit juste le temps qu'une vague battît le récif pour déclarer soudain d'une voix douce: « Tu as perdu, Xiao Xing. »« Quoi ?» fit-il ébranlé au plus profond de lui-même. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Si tu devais gagner, tu ne jetterais pas ton fourreau. Tu as jeté ton avenir, ta vie. Des mots, des sottises. L'instant d'après, sa tête éclata sous l'impact du sabre de bois. La mort n'était pas passée bien loin non plus pour Sifu Sang, qui s'était fait trancher son serre-tête. Tout y est. Des actes pris dans une stratégie intentionnelle, une ouverture à l'intuition, jusque dans le choix de l'arme fait au dernier moment. Pour conclure par un affrontement des forces psychiques. C'est
l'interprétation qui a ébranlé l'adversaire. Le geste a confirmé, la mort a suivi.